Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons le cours numéro 5. Nous avons vu jusqu'à présent qu'il pouvait être dégagé deux grandes problématiques importantes, essentielles, dans la communication orale. Nous avons mis en exergue ces deux problématiques. La première consistait en une problématique d'ordre comportemental, gestuel, reliée à la communication non verbale, c'est-à-dire qui ne passe pas par la parole. La deuxième problématique qui a été dégagée a été considérée comme une problématique reliée à la signification et à l'interprétation de la communication orale. Nous allons dans un premier temps, dans ce cours, nous arrêter donc sur la notion de communication non verbale. La communication non verbale est également appelée le langage du corps. Les comportements et les gestes de l'émetteur sont importants à prendre en compte. La communication non verbale renvoie à tous les échanges et les messages qui n'ont pas recours aux mots et à la langue. C'est-à-dire, ce sont des informations, des messages que le corps communique à travers la gestuelle, à travers la mimique, à travers le comportement, sans nécessairement passer par le système de la langue, qu'il soit écrit ou oral. La communication non verbale s'appuie sur les gestes, la posture, les attitudes du corps, les expressions faciales du visage, le regard, le ton de la voix, la tenue vestimentaire. La façon dont on va tenir une position, adopter une position, la façon dont on va se déplacer en face de l'auditoire, la manière dont on va bouger ses bras et ses mains, la manière dont on va tenir le port de son visage, la manière dont on va regarder l'auditoire. On sait que les yeux sont fixes, immobiles, mais attention, pas le regard. Le regard se déplace. On parle d'un regard qui est inquiet. On parle d'un regard qui peut être rassurant. Donc le regard exprime également une émotion, un état du moi de l'émetteur. Le corps, donc, dans sa complexité, peut véhiculer des messages aussi forts, aussi efficaces que les mots que l'on prononce. Ces messages peuvent être l'expression de qualité et de valeurs positives, donc ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? Parce que l'émetteur a besoin de rassurer son public, il a besoin de lui montrer qu'il est confiant, qu'il est convaincu dans ce qu'il dit. L'émetteur a besoin de transmettre ses idées de la manière la plus, on va dire,
la plus soutenue, la plus euh, acceptée par l'auditoire, pour que celui-ci se rallie à ses convictions. Le corps et le regard peuvent transmettre aussi la rigueur ou l'objectivité. Un corps qui se tient droit, un corps qui est ferme, symbolise la rigueur, la droiture, une certaine objectivité. Le corps qui se laisse aller, qui montre un certain désordre de fonctionnement entre, d'une part, la pensée, donc ce qu'est en train de dire la personne, l'émetteur. Il parle de choses sérieuses, n'est-ce pas? Nous sommes à l'université. Nous sommes au sein d'un amphithéâtre ou d'un espace qui est très formel. Donc, il faut que le corps traduise la même rigueur, la même intelligence, la même concentration et respect de l'auditoire. Donc une personne qui se tient un petit peu dans le désordre, qui plie ses jambes, qui laisse ses bras se promener un peu partout en face de lui, renvoie à une image qui est plutôt euh, euh, un manque de préparation. Un manque de préparation à cette communication orale. Donc, le corps de l'émetteur est également un signe. Il devient une sorte de parole, n'est-ce pas, qui va transmettre un certain nombre d'émotions, de valeurs, de caractéristiques qui vont rester présents dans l'esprit de l'auditoire. L'autre possibilité de signification pour un corps est celui de traduire plutôt des attitudes et des ressentis, des émotions, des caractéristiques négatives. Je répète, le corps qui ne se tient pas droit, le corps qui est un petit peu désordonné, qui donne l'apparence d'être déstructuré, donc il ne représente pas symboliquement, il ne schématise pas symboliquement une ligne droite, hein, c'est une ligne en zigzag, un peu comme son corps, n'est-ce pas? Eh bien, ici, vous avez plutôt des émotions comme le doute, l'angoisse, l'imprécision, l'énervement ou le manque de préparation. Ça veut dire que l'émetteur doit absolument tenir compte que la manière dont il va réaliser des gestes et la façon dont il va se comporter en face de l'auditoire, à travers son corps et son regard, vont être soit des adjuvants qui vont l'aider à rendre encore meilleure sa communication orale et faciliter le niveau relationnel, n'est-ce pas, qui passe ici, on l'a dit, par les messages corporels, soit faire de son corps plutôt on va dire une sorte d'élément négatif qui va interférer et influencer sur sa prestation en public.
Certains auteurs comme Green et Burleson en 2003, dans leur livre Handbook of Communication and Social Interaction Skills, considèrent que près de 60% des messages relationnels passent par le langage non verbal lors d'une communication orale. En observant les signaux que le corps envoie, l'auditoire, inconsciemment, se met en relation avec l'émetteur. Alors, faites attention, par exemple, à la mimique. Les signes, lorsqu'on va faire bouger les sourcils en forme de V, ou si on ouvre tout grand les yeux, ou si on ouvre tout grand de la bouche, ou si l'on croise les bras l'un sur l'autre, sont considérés comme des signes de fermeture, des signes parfois d'énervement. D'un autre côté, lorsque les gens sont angoissés, ils peuvent se mettre à cligner des yeux, ou ils vont augmenter le nombre d'expressions du visage, ou bien ils vont étirer leur bouche pour en faire une ligne fine. Les individus angoissés peuvent jouer avec leurs doigts. Et ils donnent l'impression de ne pas être capables de rester tranquilles. L'angoisse peut aussi s'exprimer lorsque l'émetteur bouge les jambes sans s'en rendre compte. Il faut faire attention aussi à ne pas regarder, par exemple, vers le sol, par terre. Abordons les caractéristiques des éléments non verbaux de la communication orale. Donc nous allons commencer par la voix. La voix est le vecteur principal de la communication orale. C'est l'élément le plus important à travers lequel va circuler votre message, vos informations. Donc nous avons dit que la voix était le canal de la communication orale. Cette voix, chez un être humain, elle a des qualités. On apprend à parler, on apprend à prononcer des sons lorsqu'on est à un âge d'apprentissage dans l'enfance. La première des choses que doit maîtriser le bébé, l'enfant, est de assimiler, de s'approprier les sons qui constituent le système de langue de la société dans laquelle il est né. Donc cette qualité de la voix, par la nature même de l'organe, doit être travaillée. Elle doit être soumise à une pratique. Et dans le cas d'un émetteur qui veut utiliser la voix dans un domaine professionnel ou dans un domaine d'études, eh ben, il faut penser à des exercices d'entraînement pour développer une belle voix qui possède de belles caractéristiques. Donc la voix, on va d'abord commencer par le timbre. Le timbre, c'est un petit peu l'épaisseur que vous donnez à votre voix. Une voix peut être grave, c'est-à-dire très épaisse, releda, comme on le dit
en marocain, n'est-ce pas? Elle peut être aussi aiguë, c'est-à-dire très fine, mince, رقيقة comme on dit, encore une fois dans notre dialecte marocain. Donc, lors d'une intervention orale, le timbre de la voix ne doit être ni trop grave, ni trop aigu. En effet, les sentiments qui sont renvoyés par une voix aiguë, c'est que la voix est un peu fragile, rhifa. Elle est froide, elle est acérée. On dirait qu'elle est métallique. On se rapproche un peu de la voix que nous pouvons retrouver aujourd'hui dans les systèmes informatiques. Donc ces voix virtuelles qui sont composées par les ordinateurs. Donc les voix aiguës sont un petit peu délestées de tout ce qui est humain, n'est-ce pas? De la même façon, posséder une voix trop grave, une voix épaisse, signifie aussi que les syllabes, les sons qui vont être prononcés vont être mal distingués. Pourquoi? Parce que justement, la voix qui est épaisse va finir par créer une confusion dans la réception de la phrase ou du mot. Donc, finalement, l'idéal est toujours à mi-chemin, n'est-ce pas? C'est aussi un compromis qui peut être compris ici comme la voie de la juste mesure. Donc il faut s'entraîner et s'exercer pour obtenir un timbre de voix qui soit ni aigu ni grave. Ainsi, votre communication orale, la voix que vous avez utilisée, va transmettre quelque chose de chaleureux, va transmettre aussi un caractère de proximité, n'est-ce pas? Puisque il y a beaucoup d'humains dans une voix qui est chaude, enveloppante, n'est-ce pas? Qui est légèrement grave. Et en même temps, votre voix va rester solide, consistante et vigoureuse. Parlons à présent du volume. Alors, avec ou sans microphone, le niveau sonore de la voix doit être adapté en fonction du contexte de cette communication orale. Le plus important, c'est que votre voix doit être audible et permettre à tout l'auditoire de vous entendre. L'auditoire doit vous écouter sans fournir d'efforts, c'est-à-dire il doit se concentrer plus sur la compréhension et l'interprétation, et non pas sur l'écoute, sur la manière dont et les efforts qu'il doit faire pour simplement arriver à entendre. Donc là, bien sûr, ça ne va pas jouer en sa faveur. Ce que cherche l'auditoire, c'est une écoute aisée, confortable, pour se consacrer à la compréhension et l'interprétation. Donc il ne faut pas mobiliser sa concentration et ses ressources cognitives dans le simple fait d'écouter une voix qui parle. Le locuteur, c'est-à-dire l'émetteur du message, des informations, qui possède une voix inaudible,
qui ne s'entend pas bien, une voix qui ne porte pas loin et qui n'arrive pas à cerner tout l'auditoire qui se trouve en face de l'émetteur, eh bien cette voix, elle va envoyer un message de manque de confiance. Peut-être même un message d'angoisse et de non-maîtrise du sujet par l'émetteur. Un peu comme si l'émetteur, parce qu'il ne maîtrisait pas son sujet, va un petit peu se cacher en lui-même. Il va être dans le refoulement. Il va être dans le non-relationnel, parce qu'il va revenir vers lui. Sa voix semble incapable d'arriver à l'autre. Parlons à présent du débit. Le débit dans une voix, c'est la vitesse à laquelle nous parlons. Il faut faire très attention au débit qui est utilisé lors d'une communication orale. Ce débit, nous l'avons dit dans un cours précédent, doit rester ni lent ni rapide. Il doit s'adapter au temps de la compréhension du récepteur. Étant donné que le récepteur doit immédiatement, dans l'instant même, décoder votre parole, votre communication orale, alors votre débit, la façon dont vous parlez, la rapidité, le temps que vous mettez pour débiter une phrase, elle doit servir, être au service de la compréhension du récepteur. Nous avons déjà évoqué le fait que parler trop rapidement n'allait pas favoriser ce temps de compréhension chez le récepteur, parce qu'il n'a pas le temps de vous suivre. Vous allez trop vite. Notamment si vous abordez dans votre communication orale des sujets qui sont plutôt spécialisés, avec des mots très techniques, si vous manipulez des concepts complexes, ou si vous évoquez un grand nombre de chiffres, d'arguments, d'idées, vous comprenez bien que la façon dont vous allez débiter les phrases va jouer un rôle crucial dans la concrétisation du schéma de communication. Est-ce que le récepteur va vous comprendre ou pas? Un rythme de phrase trop lent, également, peut installer une sensation de lassitude. Un peu comme si l'émetteur ne tenait pas compte du besoin de communication et de compréhension de l'auditoire, et qu'il était un petit peu décalé. Hein, un peu comme si l'émetteur était déconnecté du temps de compréhension et d'interprétation de l'auditoire. Notamment si cette communication orale dure dans le temps, il s'agit d'une communication de 20, 25, 30 minutes, et bien là, évidemment, il faut permettre à l'esprit critique et à l'intelligence de l'auditoire de rester vivace, de rester alerte, de rester réveillé, et donc d'adopter un rythme qui est cohérent et efficace.
Néanmoins, la façon dont vous débitez le mot, c'est-à-dire est-ce que vous le dites avec la même rapidité, avec la même vitesse que vous utilisez dans les autres mots qui sont venus auparavant, ou vous pouvez aussi changer le débit pour mettre en valeur une idée, comme je suis en train de le faire maintenant. Lorsque vous allez montrer une autre vitesse pour parler d'une idée ou d'un mot, pour le mettre en valeur, cela va différencier cet élément-là du reste de la phrase. Donc ici, c'est votre débit que vous allez accélérer au moment où vous voulez mettre en valeur un mot ou une phrase. Vous pouvez aussi décélérer votre débit pour le mettre en valeur. Je vais vous donner un exemple. Voici une phrase que je vais prononcer d'abord au même rythme. Lorsque nous observons ce phénomène, c'est le climat qui semble responsable. Maintenant, je vais lire cette phrase, je vais déclamer cette phrase en mettant en valeur le mot climat, en accélérant mon débit. Lorsque nous observons ce phénomène, c'est le climat qui en semble responsable. Alors je répète, lorsque nous observons ce phénomène, c'est le climat qui en semble responsable. Regardez comment j'ai mis en valeur, j'ai mis en emphase le mot climat en accélérant le débit de ma voix. Maintenant, je vais faire le contraire. Je vais décélérer la vitesse lorsque j'arrive au mot climat, et vous allez voir que dans votre oreille, il va y avoir une différence entre ce mot-là et le reste de la phrase. Lorsqu'on observe ce phénomène, c'est le climat qui en semble responsable. Regardez comment j'ai créé une séparation entre le mot climat et le reste de la phrase en décélérant, en réduisant la vitesse du débit de ma voix. Alors, je répète cette phrase une dernière fois. Lorsque nous observons ce phénomène, c'est le climat qui en semble responsable. Enfin, abordons la dernière caractéristique de la voix que nous allons étudier et qui est l'intonation. L'intonation, c'est le ton, c'est-à-dire c'est la force, le caractère que vous mettez dans un mot. Cette vitalité, cette sorte de vie avec laquelle vous allez prononcer le mot, va permettre de transmettre soit quelque chose de chaleureux, donc vous allez manifester plus votre aptitude à l'écoute et à l'empathie. L'intonation peut rendre un mot ou une phrase un peu plus froide, c'est-à-dire neutre, et ça devient intéressant lorsque l'émetteur doit faire l'exposition de chiffres ou d'éléments très techniques. Le fait que l'intonation devienne un peu froide dans la manière d'exprimer les informations va permettre au récepteur
donc à l'auditoire, de ne plus faire attention à ce qui est émotionnel, à ce qui est humain, et de se concentrer sur l'élément qui est présenté, c'est-à-dire le chiffre ou le concept. Puisqu'une intonation plus chaleureuse va détourner l'auditoire de la manifestation de l'information au moment où elle survient dans la communication orale, et donc adopter une intonation de voix froide va servir l'objectivité et la mise en évidence d'arguments et de chiffres. Vous pouvez aussi utiliser l'intonation pour mettre en valeur des mots. Un peu comme nous l'avons fait précédemment, vous n'allez pas ici mettre en valeur le mot en modifiant le temps d'émission, le temps de débit, mais vous allez le faire en accentuant, en créant une sorte d'épaisseur dans le mot pour qu'il soit retenu au moment de son émission par l'auditoire. Nous allons prendre un exemple. Je vais prononcer une phrase très simple. Nous allons utiliser la même phrase que tout à l'heure. Donc, d'abord, je prononce la phrase avec une intonation normale. Lorsqu'on observe ce phénomène, c'est le climat qui en semble responsable. Maintenant, je vais le dire avec une intonation chaleureuse, qui va témoigner de l'écoute et de l'empathie. Mais lorsque l'on observe ce phénomène, c'est le climat qui en semble responsable. Ici, j'ai habillé la même proposition, le même message, en rajoutant quelque chose d'émotionnel, quelque chose d'humain. Maintenant, je vais utiliser une autre phrase avec des chiffres. Lorsque nous observons ce phénomène, eh bien voilà ce que nous obtenons. 40% de destruction de la nature en plus. Une étude qui nous prouve que 5% de la flore a disparu en quelques jours, etc., etc. Donc on peut niveler l'intonation pour mettre en évidence des chiffres ou des éléments techniques qui ont besoin d'être réceptionnés par l'auditoire de manière neutre, c'est-à-dire laisser l'information la plus brute possible, la plus authentique possible. Enfin, dans un dernier exemple où nous allons essayer d'accentuer l'intonation pour mettre en valeur les mots, lorsqu'on observe ce phénomène, eh bien, c'est le climat qui en est responsable. Regardez ici comment j'ai accentué, j'ai rendu plus épais deux moments dans la phrase. Lorsque j'ai parlé du phénomène et lorsque j'ai évoqué le climat. Parlons à présent de la seconde
caractéristique de la communication non verbale. Il s'agit de la posture et la gestuelle. À côté de la voix, donc nous avons vu que la voix véhiculait du non-verbal, la façon dont on va tenir son corps, donc c'est la posture, et la façon dont on va développer une gestuelle, c'est-à-dire des gestes avec les bras, avec les mains, avec les épaules, avec le visage, avec tout le corps lorsqu'on se déplace. Donc, cette facette-là de la communication orale est très importante puisqu'elle véhicule des émotions, des messages, et il s'agit, bien sûr, d'en tenir compte. Donc, nous avons évoqué cela dans le cours précédent, dans le cours 5. Nous allons à présent nous intéresser au cours 6 et analyser un petit peu ce qui se passe au niveau de la posture et de la gestuelle. Commençons par la posture. La posture, où vous retrouvez le mot pose, désigne la position générale de votre corps. La position générale de votre corps. Évidemment, lorsque vous êtes libre de choisir, vous êtes censé vous tenir debout. On ne s'assit pas devant un auditoire lorsqu'on fait un exposé oral, et même si vous avez quelque chose de plus fondamental à présenter, comme un mémoire, un compte-rendu, tout travail scientifique, si vous avez la possibilité d'être debout, faites-le. Cela devient important et même obligatoire si vous utilisez un outil numérique, donc une présentation sur PowerPoint, sur Prezi, sur Google Slide. Si vous utilisez une présentation, donc un outil numérique pour votre communication orale, il est presque obligatoire que vous soyez debout. Dans quel cas faut-il s'asseoir? Je vais citer 2 cas. D'abord, par exemple, si vous êtes assis en tant qu'intervenant dans un colloque, dans une rencontre, évidemment, vous pouvez vous lever, vous pouvez discuter, aller vers votre présentation, mais en général, lorsqu'arrive la session des questions-réponses, et même auparavant, les communicants sont assis à une table qui est généralement réservée aux personnes qui vont intervenir. Et donc, il faut un petit peu respecter le cadre. On ne voit pas un intervenant faire sa communication debout de manière très spontanée, alors qu'ici, le cadre est assez contraignant, n'est-ce pas? D'un autre côté, je vais vous citer l'occurrence de l'examen oral. Dans la plupart des cas, vous êtes assis ou assise sur votre chaise et vous répondez ainsi. Donc, au-delà de ces 2 cas, essayez au maximum d'adopter une position générale de votre corps qui va rester debout.
Alors, dans cette position générale du corps, il y a d'abord la tête, le visage, parce que c'est l'élément essentiel que l'on va regarder. Donc, cet espace où se jouent les mimiques, où se joue le sourire, où se joue le regard, n'est-ce pas, doit être adapté aux circonstances de votre allocution. Il faut, par exemple, éviter d'incliner la tête de gauche à droite. Il vaut mieux avoir une position de tête qui est stricte, tout simplement pour ne pas déconcentrer l'auditoire. Puisque une personne qui bouge de la tête, l'auditoire va voir son attention et sa concentration sur le message diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bouge comme ça, et donc ça va retenir notre attention. D'un autre côté, bien sûr, ça implique aussi un peu une non-maîtrise du corps. Une non-maîtrise de la structure du corps. Un peu comme si le visage bougeait sans qu'on le lui demande. Alors je répète qu'ici, nous sommes dans le ressenti, c'est-à-dire comment l'auditoire va interpréter ces signes. Donc, pour éviter une mauvaise interprétation et convertir votre mimique et votre gestuelle comme quelque chose de défavorable, eh bien, il faut adopter une position stricte. Hein. Également, la façon dont vous vous positionnez face à l'interlocuteur. Évidemment, il faut éviter de circuler, d'aller, de venir, parce que là aussi, vous déconcentrez l'auditoire. Au lieu de vous regarder dans vos yeux, et c'est le lieu où se trouve le cerveau. Donc c'est une connexion qui est plus comment dire, plus efficace. Elle symbolise mieux l'émission et la réception de la parole, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez déconcentrer l'auditoire et l'obliger à vous suivre pendant que vous marchez, vous faites quelques pas à gauche, ensuite vous revenez quelques pas à droite. Donc ça, il faut éviter. Il faut donc apprendre à regarder et à vous positionner en face de l'auditoire. Une remarque. Le dos. Le dos doit rester droit. Il ne doit pas être courbé. Courbé, ça veut dire un petit peu comme si on avait une mauvaise maîtrise de la situation. Comme si on était un petit peu gêné, comme si on était timide. Le dos courbé renvoie à une intériorité. Alors que ici, nous sommes dans une communication vers l'extérieur. Donc, il faut montrer un corps qui tend vers le monde extérieur et qui n'est pas replié sur lui-même. Donc, le dos courbé doit être évité. Il faut avoir un dos bien droit. Les pieds ne doivent pas être nonchalants. Vous devez faire attention parce que l'auditoire a un individu en face de lui
il va tout voir. Il va vous observer de la tête aux pieds, comme on dit. Donc, il faut détourner son regard de tout ça. Il faut pas faire des gestes qui sont euh, brusques ou des gestes qui ne sont pas naturels, ou bien détourner leur regard vers des mains qui n'arrêtent pas de bouger ou de plier, ou des pieds qui tapotent. Donc tout ça va interférer sur la compétence de compréhension de l'auditoire. Donc il faut contrôler les mains. Il faut éviter d'avoir un regard qui fuit. Nous l'avons dit, il faut regarder droit dans les yeux l'ensemble de l'auditoire. Il faut passer du centre vers le côté gauche, vers le côté droit, ensuite vous remontez vers le milieu, ensuite vous revenez vers le premier rang, ensuite vous allez tout au fond, avec votre regard. Ainsi vous allez captiver l'auditoire. Ces éléments vont projeter un sentiment de confiance en vous-même, un sentiment de solidité et de force, et un certain charisme, c'est-à-dire une personnalité bien construite, qui s'exprime bien, épanouie. Le contraire renvoie donc à une impression de timidité, de malaise, de manque de confiance en soi, de nervosité. Si vous fermez les jambes ou vous tenez les bras fermés comme ça, l'un au-dessus de l'autre, ou les bras croisés, vous dénotez aussi une attitude de fermeture. Alors, je vous ai mis dans ce slide tout ce qui a trait au regard que nous venons d'évoquer. Donc je vous laisse découvrir. En même temps, je vais simplement souligner quelques points importants, comme que le regard marque une présence. C'est-à-dire, il peut montrer que la personne est consistante, forte. Elle est là, elle a une présence. Il marque aussi une stabilité. C'est-à-dire, il transmet une impression d'assurance, une impression de confiance et une certaine stabilité chez la personne. Donc ce qui est important quand on cherche à transmettre des idées, des arguments dans le cadre d'un travail universitaire. Au contraire, un regard fuyant est celui qui va regarder en haut, puis en bas, puis à droite et à gauche, qui va donner l'impression d'être distrait et donc renvoyer des informations contradictoires. L'anxiété, l'ennui, l'agacement, la colère, alors que le regard devrait manifester plutôt de la chaleur, de la bienveillance, une autorité naturelle et charismatique. Il s'agit aussi, nous l'avons souligné, mais il est toujours bon de reformuler des idées importantes. C'est aussi notre façon d'avancer et de progresser dans notre cours. Nous revenons ressasser certains éléments importants. Donc, il est important, je disais, de regarder les interlocuteurs dans les yeux. Il faut garder le contact visuel durant l'intervention orale. Et également, de montrer que vous accordez une même attention à tout le monde, devant, derrière, sur les côtés. Donc, votre regard doit balayer toute la salle et donner la même attention à tout l'auditoire. Abordons à présent l'autre aspect que nous avons évoqué de la communication non verbale,
qui est la gestuelle, donc les gestes. La façon dont vous déclinez vos mouvements symbolise votre état. Est-ce que vous êtes détendu, anxieux, anxieuse, chaleureuse, chaleureux, hostile, ouvert, fermé? Chacun de nos gestes est inconsciemment interprété par l'interlocuteur, par le récepteur. Il peut jouer un rôle déterminant, par exemple, lorsque vous devez négocier pour convaincre vos enseignants par rapport à la véracité ou à la justesse de vos arguments. Donc ici encore, il est important que le non-verbal accompagne votre communication orale pour témoigner de valeurs et de caractéristiques positives. Je vais vous donner un exemple plus professionnel. Dans le cadre d'une vente commerciale, il y a une négociation qui se joue entre le client et le vendeur. Donc celui qui négocie, celui qui a besoin de convaincre le client lors d'une communication orale, va aussi utiliser une gestuelle qui est déterminante. Elle peut marquer l'ouverture, la proximité, le respect. Et donc c'est important d'en tenir compte. Les gestes de la main, comme passer sa main sur ses cheveux, se frotter le nez, la bouche, sont autant d'éléments qui peuvent trahir une anxiété. Donc ce n'est pas grave si on le fait une fois, mais si le geste devient impulsif, cela montre que la personne n'est pas à l'aise lors de sa communication orale. De même que les mouvements qui peuvent paraître un peu saccadés, brusques, ou un peu trop rapides. Ça manifeste aussi que la personne ne contrôle pas ses émotions, il ne contrôle pas son corps. Et quelque part, il ne contrôle pas sa pensée. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est objectif. Voilà comment les impressions peuvent s'enchaîner et jouer finalement en défaveur de la communication orale. Au contraire, des mouvements amples, c'est-à-dire qui s'expriment normalement, naturellement, des mouvements qui sont maîtrisés, c'est-à-dire on sent que la personne contrôle son corps. Quand il lève la main pour montrer l'écran où se déroule la présentation, on sent que la main se déplace de manière organisée. Donc elle ne montre pas, le mouvement ne montre pas une anxiété. Au contraire, il va montrer un contrôle de soi. De même, un mouvement qui est lent, n'est-ce pas? Donc il est mesuré. Donc ce genre de mouvement sont des signes de confiance en soi et de sentiment d'aise. Donc je vous invite à vous entraîner devant un miroir, à prendre un texte et à essayer de le lire, et vous allez vous-même voir les différences qui peuvent venir donner des significations ou des messages selon que vous allez adopter des postures et des gestuels qui sont contrôlés ou pas. Alors, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition
dans le cadre de ce cours un ensemble d'exercices avec leurs corrigés sur la maîtrise de la voix et de la gestuelle. Et vous trouverez dans notre bibliothèque ici sur Moodle, dans le cadre de notre cours de langue et communication, dans la bibliothèque que j'ai mis à votre disposition, vous trouverez d'excellents livres qui vous renseignent davantage sur la communication non verbale, mais aussi qui vous proposent des exercices pratiques pour améliorer votre prestation en communication orale. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah.